En 2015, les fouilles archéologiques menées sur la maison de la harpiste reprennent. Elles révèlent une pièce d'apparat avec des peintures en place. Cette fresque insère dans un décor architectural des personnages retrouvés dans les remblais à l'état de fragments. Mais qui sont ces personnages? Que représentent-ils? Quelle est la composition de ce décor? Le remontage des fragments par les archéologues permettra-t-il de le savoir? Par ailleurs, cette peinture utilise du cinabre, un pigment de couleur rouge vermillon. Mais quelles sont les causes de son noircissement et comment l'éviter? Telles sont les questions que se posent les restaurateurs. Cette deuxième année d'études, nous nous engageons sur un autre décor. C'est sur le décor associé à la pièce qu'on a fouillée en 2015, qui était la pièce de réception de la maison, la pièce la plus luxueuse, la pièce qui présentait un sol au décor peint et qui présentait des parois peintes, vous savez, associées au décor mégalographique. Le décor mégalographique, c'est un décor qui intègre des personnages. Et parmi ces personnages, on avait identifié dès le terrain la présence d'une femme jouant de la harpe. Donc là, l'enjeu est important puisque c'est l'un des décors majeurs de cette maison qui sera à terme restauré et également intégré dans les collections. Concernant l'étude de ces peintures, au départ, on avait 800 caisses associées à la maison de la harpiste. À ce jour, on en a déjà étudié environ 400. Il nous en reste 400 et on évalue entre 200 et 300 caisses associées au décor mégalographique. On aura l'évaluation précise une fois qu'on aura fini l'étude de ce décor. La question qui se pose à ce jour dans l'étude, c'est de savoir la hauteur de la pièce. Est-ce qu'on a une pièce qui a une hauteur similaire à celle d'à côté? Est-ce qu'on a une subdivision du décor en 3 parties comme dans les pièces des côtés avec un podium, une partie médiane avec les personnages et est-ce qu'au-dessus des personnages il y a une autre 3e partie? Ça pour le moment on ne le sait pas. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement des ouvertures, mais ce qui serait plutôt surprenant puisque c'est une pièce présentant beaucoup de rouge et logiquement il ne devrait pas y avoir d'ouverture et on aimerait en avoir la confirmation par le remontage qu'on est en train d'effectuer. L'enjeu, c'est toujours le même quand on aborde un décor ici, c'est évidemment de pouvoir aller sur les remontages les plus conséquents possibles pour comprendre et l'organisation du décor et l'architecture de la pièce. Et puis de voir évidemment dans les questionnements combien de personnages on arrive à voir, est-ce qu'on arrive à les identifier, est-ce qu'on arrive à les positionner précisément. Il y a peu de chances pour qu'on ait la totalité des personnages reconstituables. On n'a pas eu l'impression de voir passer des quantités de fragments, de visages, de vêtements à ce point conséquentes qu'on puisse rétablir tous les personnages. Voilà, plus on en aura, mieux ce sera. Et puis surtout, un des enjeux, ça va être d'avoir des éléments marquants pour l'identification de ces personnages. Les instruments qu'ils tiennent, la coiffure, les objets, certains attributs comme les cornes du dieu Pan, etc., etc., qui doivent nous permettre de les interpréter et de voir s'il y a une cohérence à l'échelle du décor de la pièce entre tous ces personnages. Est-ce que Bacchus est présent? Est-ce que les autres personnages se rattachent bien au Thias de Bacchus? C'est les questions de départ d'études auxquelles on va essayer de répondre.
On a rapatrié du musée la plaque qui représentait la harpiste, qui est donc dans son bac en bois qui avait été installé sur sable. Mais il se trouve que depuis, on a pu la compléter. Et donc là, il va me falloir réinstaller tout ça dans le sable. Donc en fait, je suis obligé de la redémonter. Et au préalable, j'ai donc remarqué toutes mes connexions à la craie pour aller réinstaller cette plaque et ses compléments qu'on a fait depuis dans un bac plus grand et avoir tout bien à plat pour pouvoir poursuivre les remontages. C'est le premier personnage qu'on ait remonté de manière aussi complète. C'est un des premiers personnages qu'on pouvait identifier comme étant une musicienne et rattaché donc à l'iconographie qu'on attendrait volontiers sur ce décor, à savoir une iconographie bachique. Et puis, depuis, donc, avec les compléments qu'on a pu mettre, en plus, on peut maintenant la positionner de manière assez certaine dans la pièce. Donc ça nous donne un point d'ancrage pour établir la suite du décor. Cette plaque de la harpiste, elle a été complétée par des éléments particulièrement importants pour la compréhension du décor, de l'architecture et son positionnement dans la pièce, puisqu'on a réussi à mettre par l'intermédiaire du fond rouge tout ce qui se situe en haut et à droite de ce personnage. En l'occurrence, en haut, on va retrouver cette bande violette et cette bande beige, brun, qui marquent un angle ici qui pourrait correspondre au sommet de la paroi. C'est un traitement assez caractéristique des sommets de paroi. Et à droite, un arrachement rectiligne, marqué aussi, souligné aussi d'une bande sombre, qui correspond cette fois à l'angle entre deux murs de la paroi. Donc ça, c'est un élément important pour repositionner la plaque dans la pièce, puisque sur la fouille, nous avons enregistré précisément les carrés où étaient prélevées ces plaques, et on avait fait, on avait mis en place tout un plan de dépose avec des numérotations. En l'occurrence, la plaque qui correspond ici a été trouvée dans les carrés C et D, ce qui nous permet de la positionner précisément à l'angle de cette pièce, à cet angle-ci. C'est un personnage qui est déjà assez complet. Si on trouve ses pieds et son piédestal, on a la garantie d'avoir la hauteur exacte de la zone médiane, la zone inférieure étant connue puisqu'elle était en place sur la pièce. On a donc bon espoir d'avoir la hauteur exacte, une nouvelle fois dans cette maison, de la hauteur de la pièce. Sur les fragments à fond rouge, je suis en train d'identifier quel est le sens de lissage de la peinture. Parce que les grands aplats de couleur rouge, on applique la peinture et ensuite le peintre lisse la fresque. Et donc avec ce sens de lissage, ça nous donne des indications sur le positionnement des fragments les uns par rapport aux autres. Et ce qui fait que ça nous facilite dans le puzzle, parce qu'en effet avec le sens de lissage, si on identifie le sens de lissage, on peut, le test du puzzle, on le fait assez facilement. Et donc là par exemple, on a le même sens de lissage qui nous permet de tester les fragments dans cette orientation-là. Et donc ça élimine d'autres positionnements. Si on a l'orientation du lissage mais qu'on n'a pas le sens, déjà on n'a que deux options possibles, c'est-à-dire qu'on peut mettre soit les fragments comme ça, soit comme ça. Mais si on n'a pas du tout le sens et l'orientation, ça veut dire qu'on est obligé de tester les fragments sur toutes leurs faces, et ce qui fait que c'est beaucoup plus chronophage. Donc ce qui fait que ça nous fait un gain de temps énorme que de mettre ces indications à la craie. On va noter deux choses. On va noter le numéro de la caisse dont provient le fragment et également de temps en temps les carrés dont ils proviennent. Alors les carrés, c'est pour pouvoir situer les éléments dans la pièce, puisque les peintures ont été prélevées par carrés qui les situent par rapport au mur, donc ça va nous permettre de comprendre de quel mur elles viennent. Et du coup, ces numéros de caisse, ils vont nous permettre de chercher les choses qui sont à côté. Par exemple, sur cette plaque, on voit que on a quand même beaucoup de fragments qui viennent de la caisse 541, puis de la caisse 554. Et du coup, pour compléter, on va aller chercher les fragments qui restent dans ces caisses. On a déjà cherché les connexions à l'intérieur de chaque caisse, mais quand on commence à faire les remontages, on va y revenir. Et du coup, ça nous permet de savoir sur quelle caisse en priorité aller chercher.
arrive enfin à avoir non seulement des positions de ces personnages et quelques accessoires qui vont être déterminants. Par exemple, le personnage féminin que nous avons sous les yeux, qui avait ce regard très étrange, a pu être remis en place. Il s'avère que c'est un personnage qui a en fait la tête très penchée vers l'arrière, regardant manifestement un objet qu'elle tient qui reste très incomplet, mais dans un mouvement assez vif, hein, ce qui nous invite encore à imaginer de la danse. Et puis surtout, on a remis un tout petit morceau à l'arrière qu'elle doit tenir de son autre bras qui n'apparaît pas ici, et qui est très écaillé, mais sur lequel on peut quand même lire une bande verte marquée de petites feuilles sur le côté, et ça renvoie au tirse, c'est-à-dire la lance feuillue des personnages du cortège bachique. L'un d'entre eux se situe probablement sur le panneau voisin, dont la plaque qui est sous nos yeux ne présente que la main et l'amorce de la tête, mais une autre plaque vient coller avec celle-ci, qui correspond au haut de la tête, où on retrouve une carnation très foncée d'abord, qui renvoie à un homme. On peut rappeler que traditionnellement, même si ce n'est pas systématique, la carnation est représentée de manière différente entre les hommes et les femmes ayant plutôt une carnation plus claire. Et donc ce deuxième visage dont on a le haut présente des cornes très nettement qui sortent de la chevelure et qui nous renvoient donc très probablement au dieu Pan, qui est également un des personnages qui accompagne Bacchus. Nos personnages prennent à chaque fois place entre deux colonnes et tout l'espace dévolu entre ces colonnes est un fond rouge vermillon sur lequel se détache le personnage et qui va se positionner aussi chaque personnage sur un piédestal. Voilà, donc là on a une assez petite plaque, mais qui comporte un élément potentiellement assez intéressant pour la suite, puisqu'on a manifestement la patte d'un animal, enfin ça suggère une patte animale, avec cet aspect assez fin, très brun, la pilosité qui est très marquée de part et d'autre, et donc à la proximité du socle, puisque ici le jaune correspond au socle qui supporte chacun des personnages. On a déjà très envie de rapprocher cette plaque d'une autre qu'on a qui présente effectivement un sabot, et ça nous évoque bien sûr peut-être les jambes du dieu Pan, à vérifier donc si on arrive à trouver la connexion avec le personnage déjà identifié avec ses cornes. Et donc voilà, donc le dernier personnage, hein, qui est actuellement le plus complet, c'est bien sûr la harpiste qu'on a déjà évoqué, qui porte son instrument dans son mouvement, regardant le public, et qui peut donc parfaitement s'inscrire dans la série des autres personnages, puisqu'on a vu qu'elle pouvait tout à fait faire partie du cortège bachique, qu'on a des représentations équivalentes. Alors nous venons de rapatrier cette paroi depuis l'atelier de restauration jusqu'à la salle d'études. En fait, cette paroi a passé un certain nombre de mois à l'atelier pour être stabilisée. Et à l'heure actuelle, en fait, cette paroi est encore constituée d'une multitude de petites plaques indépendantes les unes avec les autres. Donc avant le transport depuis l'atelier, il a fallu conditionner vraiment de manière à ce qu'il n'y ait aucun mouvement pendant le transport. Donc on avait placé des petites mousses entre chacune de ces plaques, et ensuite emballé dans un plastique permettant que le transport se passe sans problème. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'était effectivement de redéployer ces éléments, de refaire ces ajustements de plaques les unes avec les autres, pour que les archéologues puissent venir chercher des connexions avec les fragments qu'ils sont en train d'étudier. Donc là, aujourd'hui, au moment du montage, on doit être particulièrement vigilant à certaines zones qui sont repérées sur ce relevé, c'est-à-dire des zones où il y a des angles ou éventuellement des petits fragments sur lesquels il faut être particulièrement précautionneux au moment de l'assemblage des plaques les unes avec les autres. Ce que l'on voit ici, en fait, c'est un papier qu'on appelle le papier japon, qui est un papier qui est très fin et qu'on a mis en place ici pour protéger des zones qui conservent le pigment rouge cinabre et qui est donc photosensible à la lumière. Et donc pour éviter l'exposition à la lumière et donc un risque de noircissement, on a mis en place ces petites protections temporaires.
sur ce décor mégalographique, on a une palette chromatique qui est très variée. Et puis, il y a une couleur dominante sur ce décor, qui est celle des grands fonds de la zone médiane, qui est ce rouge très très lumineux, qui pour le coup est un pigment plus particulier. C'est ce qu'on va appeler pour la couleur le rouge vermillon. Et on sait que ce vermillon, il est obtenu à partir d'un matériau qui s'appelle le cinabre. C'est un minerai qui, chimiquement, est un sulfure de mercure. Donc c'est un minerai bien particulier qui va donner cette couleur très très vive qui connaît un succès certain à l'époque romaine, mais qui est aussi un pigment très coûteux. C'est-à-dire qu'on le sait par des textes qui nous mentionnent le prix très élevé de ce pigment. On le sait aussi par les décors sur lesquels on le retrouve et les contextes dans lesquels on va retrouver ce pigment. Évidemment, on ne va pas retrouver des peintures avec du rouge cinabre dans des boutiques ou dans des maisons modestes. On l'a systématiquement dans des contextes plutôt luxueux. Ce pigment, il présente un inconvénient majeur, c'est du point de vue de la conservation, puisque c'est un pigment qui est photosensible, c'est-à-dire qu'il noircit. Noircissement qui atténue un petit peu le rouge vermillon, qui se ternit. Et donc ça, c'est assez caractéristique justement de ce pigment vermillon cinabre. Dans l'atelier de conservation-restauration du musée, il a fallu engager en fait des travaux de recherche pour ne pas voir noircir les peintures de la maison de la harpiste. Donc il y a eu une multitude d'études scientifiques portées sur le sujet, mais en termes par contre de conservation-restauration, donc notre discipline à nous, en effet, il n'y a pas eu, ou à notre connaissance, pas d'études approfondies sur cette problématique. Donc c'est pour ça qu'ici on s'est lancé dans cette recherche pour essayer de trouver des solutions pour réduire, voire empêcher complètement cette photosensibilité. La chance qu'on a eue, en fait, c'est que quand les archéologues ont fini l'étude, et donc ce qu'on appelle l'étude, c'est le puzzle géant qui permet de reconstituer les décors, il se trouve que les archéologues, parfois, ne remettent pas l'ensemble des fragments. Et pour nous, c'est une opportunité immense, c'est-à-dire que ça nous permet, entre guillemets, de sacrifier ces fragments pour les mettre dans des conditions environnementales, de tests différentes, visant à essayer de trouver les solutions pour ralentir le phénomène de noircissement. Un des axes de recherche qu'on a exploré, c'est le dessalement. Donc le dessalement, d'un point de vue théorique, ça vise à extraire en fait, les sels présents dans un matériau, donc un matériau poreux comme nos peintures. Donc on a fait des tests de dessalement avec l'aide de compresses. Et là, la formulation de compresse que j'utilise aujourd'hui pour ce test, c'est de la pulpe de cellulose que je vais imbiber d'eau déminéralisée, mettre une quantité importante d'eau, de manière à vraiment gorger la pulpe de cellulose d'eau. Donc là, je mélange pour avoir un mélange bien homogène. Et ensuite, le principe en fait, de ce procédé, ça va consister à venir appliquer cette compresse gorgée d'humidité sur le revers du fragment, donc sur son mortier. Donc le principe de la compresse, c'est qu'elle est gorgée d'eau déminéralisée, qui va donc l'eau va descendre dans le matériau qui est donc poreux, dans le substrat, donc qui est le fragment de peinture. Et en fait, cette eau va remobiliser les sels contenus dans les matériaux. Et lors de son séchage, en fait, la compresse va attirer vers elle les sels. Donc ces espèces salines vont remonter vers la compresse pendant le séchage. Et donc là, je vais simultanément à la mise en place de cette compresse au revers, volontairement placer le fragment dans un contenant pour immerger que partiellement, parce que immerger juste la couche picturale, encore une fois avec de l'eau déminéralisée. Et ça a pour intérêt de favoriser encore, puisqu'il n'y a que le bas du fragment qui est immergé, en fait, l'eau va remonter par capillarité dans le fragment, et ça favorise en fait le déplacement des espèces salines et donc de ces sels vers la compresse lorsqu'elle va sécher. Donc on a fait une multitude de tests pour évaluer l'efficacité du dessalement. Donc notre méthodologie de travail, en fait, c'est de toujours partir d'un fragment unique au départ et qu'on découpe de manière à pouvoir garder un échantillon témoin et tester une opération de dessalement sur l'autre partie, de manière à pouvoir comparer à l'échelle d'un même fragment en fait, l'effet du dessalement.
Donc sur ce test-là, alors en effet, on est parti d'un fragment complet qu'on a coupé en 4 et on a gardé un échantillon témoin, tandis que sur les 3 autres, en fait, des opérations de dessalement avec des procédés différents ont été réalisées. Le but aujourd'hui, c'est après en fait, de remettre les 4 fragments au même moment à la lumière et d'attendre en fait, d'observer les éventuelles modifications chromatiques de chacun des fragments et de comparer avec le fragment témoin. Effectivement, on constate que le fragment témoin a une tendance au noircissement plus rapide que les 3 autres. Mais le test est encore en cours et on le laisse évoluer encore un petit peu derrière nos baies vitrées à la lumière naturelle, de manière à essayer de voir si ces 3 éléments évoluent de la même manière ou si on peut déjà faire des différences entre les 3. En face de cette problématique du noircissement du cinabre, il y a eu plusieurs axes de recherche, notamment un sur immédiatement le problème de la lumière qui révèle donc ce processus physico-chimique de photosensibilité. Il faut savoir que dans la lumière, quand on la décompose, on a des rayonnements qui vont de l'ultraviolet à l'infrarouge et qui ont tous un impact bien sûr sur les matériaux. Donc, on a fait un premier test sur, bien sûr, ces fragments sacrifiables qui sont notre trésor. Donc ici, vous avez 4 fragments qui ont été soumis à un rayonnement filtré d'un LED. À l'aide de ce filtre, qui a réduit déjà des ondes lumineuses qui sont susceptibles d'être les plus impactantes, en fait. Et quand on regarde dans la courbe spectrale du LED, on a réduit en fait les longueurs d'ondes lumineuses bleues par le biais de ce filtre. Et on sait qu'à partir de tant de temps d'exposition avec cette intensité lumineuse-là, peut apparaître le noircissement. Pour aller plus loin donc, dans le choix du filtrage de la lumière, nous avons choisi de sélectionner quelques longueurs d'onde et de les filtrer de façon beaucoup plus précise. Alors, pour ce faire, nous avons choisi 16 petits fragments d'enduit peint que nous avons positionnés dans une boîte avec des alvéoles. Et nous avons donc placé par-dessus une structure permettant de positionner des filtres qui vont donc sélectionner une seule longueur d'onde précise pour déceler laquelle est responsable du noircissement. Et nous avons exposé en fait au même temps d'exposition ces 16 fragments pour ensuite pouvoir voir l'évolution colorimétrique de chaque fragment. Mais jusqu'à quel point on peut filtrer la lumière tout en rendant lisible ces enduits peints, c'est là la question, donc c'est encore à affiner pour pouvoir exposer au public ces enduits peints avec un éclairage adapté et avec une bonne lecture de ces œuvres. Donc le personnage qu'on a sous les yeux ici, donc, est un personnage féminin avec son vêtement violet, peut être positionné par rapport à la paroi en place grâce à cette partie qui nous montre le sommet du piédestal, donc le pied du personnage qui repose sur le piédestal avec sa corniche ici dans des tons violacés et le corps du piédestal ici avec ce traitement imitation de marbre jaune et veinure marron, ce qui correspond à ce qu'on a vu sur la plaque en place. Et on sait donc assurément que cette plaque se positionne sur le mur de droite, par ce piédestal, mais également par la couleur de la colonne. Et on sait même maintenant que c'est le 3e personnage à partir de l'angle gauche de la paroi.
Donc on a un premier rythme qui s'impose, et on va noter aussi, pour positionner les éléments qui vont dessus, la présence de ce motif circulaire, ici jaune avec un cerne vert sur une partie, qui peut être un tambourin, c'est pas encore absolument sûr, mais peut-être le tambourin d'une ménade, et qu'on va retrouver effectivement sur une autre plaque, qui donc va venir se positionner au-dessus, même si le collage n'est pas effectif. C'est une nouvelle plaque qu'on a remontée récemment à partir de fragments qui avaient été trouvés à l'avant de la pièce. Voilà, donc on retrouve ici clairement un élément de personnage avec ce bras et cette main, personnage féminin d'après sa carnation, qui présente un vêtement violet dont on a l'amorce ici et un drapé jaune qui doit venir s'enrouler sur le haut du corps et qui tombe en pan en volute ici. Et on retrouve ici un élément intéressant, à savoir ce motif jaune cerné de vert, qui correspond vraisemblablement donc à l'élément qui va se positionner juste au-dessus de la plaque dont nous avons parlé précédemment. Et autre élément qui nous aide à l'identification de ce personnage, c'est ce petit bout de bande verte avec les croisillons noirs, c'est un thyrse, donc cette lance végétalisée qui était l'apanage notamment des ménades. Et on retrouve ici donc ce traitement avec les petits croisillons verts et l'extrémité avec ce petit bouquet de feuilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu connecter ici la colonne jaune et de l'autre côté l'amorce d'un nouveau personnage dont on n'a que la jambe, jambe à carnation foncée, donc plutôt un homme, et on voit très bien la présence de poils qui sont très marqués ici, donc vraisemblablement à nouveau un faune. Et comme on s'est situé ce personnage comme étant le troisième à partir de l'angle, eh bien ça nous repositionne probablement sur ce mur de droite les 4 personnages, ou du moins des éléments des 4 personnages en présence. À nouveau une plaque donc avec un personnage sur fond rouge vermillon qu'on a pu compléter. Avec cette partie basse, on est une nouvelle fois sur la partie plutôt haute du corps, des épaules ici avec le bras qui s'écarte très légèrement du corps, avec un élément marron brun enroulé autour du cou, donc peut-être plutôt une peau de bête qu'un vêtement à proprement parler. Le bras qui porte ce bâton courbe qui renvoie à ce qu'on appelle le pédum, le bâton des bergers. Et puis on a rajouté donc tout le ventre ici, le bas du torse, le sexe qui est représenté ici et le départ d'une jambe. Un personnage donc à carnation foncée qui est un homme nu et qui se renvoie encore une fois vraisemblablement à un faune ou un satyre. Alors on a déjà d'autres éléments, mais on a à peu près la certitude que celui-ci ne peut pas coller avec les autres éléments de faune que nous avons déjà positionnés par la nature des mortiers. En fait, sur la première couche posée sur le mur, on n'a pas exactement le même mortier d'un mur à l'autre. Donc c'est pour nous, quand toutes les couches sont conservées, un indice pour répartir aussi les plaques d'un mur à l'autre. Alors ici, on a 2 toutes petites plaques pour l'instant qui ne connectent pas, et puis on a assez peu d'éléments fragmentaires en réserve. Donc on retrouve ici ces plis et ces enroulements qui évoquent le vêtement. Ici, on est bien sur une représentation de tissu. Ce vêtement vert, il est important parce que pour l'instant, c'est le seul personnage qu'on connaisse qui puisse être habillé en vert, ce qui semble démarqué de tous les autres, entre les faunes et le pan qui sont nus, et les ménades qui sont habillés a priori systématiquement en violet et en jaune. Si on a bien un seul personnage qui a un vêtement de couleurs différentes, on serait assez tenté d'attendre ici la représentation de la divinité principale de ce cortège, qui est donc le cortège de Bacchus, et donc effectivement la représentation de Bacchus ici, qu'on positionnerait assez volontiers comme étant le panneau central du mur de face quand on entre dans la pièce. Alors effectivement, ici on a un des derniers personnages que nous avons pu remonter, reconstituer, qui est issu en fait de fragments qu'on a été recherchés dans d'autres caisses, qui proviennent en fait non pas de la pièce à laquelle appartient ce décor, mais des pièces environnantes où des fragments avaient justement été rejetés. Et parmi eux, on a retrouvé pas mal de fragments assez importants permettant justement de recomposer des personnages complémentaires. Alors on a donc clairement un personnage féminin avec son long vêtement violet ici, son drapé, qui vient laisser apparaître les 2 seins, les épaules dénudées, mais surtout on a des indices intéressants
Sur sa fonction, à défaut de son identification précise, c'est ce bras ici recourbé vers le haut, et dans la main, on voit apparaître un élément rectiligne, peint en 2 couleurs juste pour rendre le volume, brun et jaune, auquel on va pouvoir associer cet autre bras. Alors on n'a pas de collage effectif, mais le traitement de la chair, les caisses dont ça provient, la façon de peindre, nous amène à le rapprocher, et on s'aperçoit qu'on a un deuxième bras qui est également levé. Et on va encore rapprocher ce très beau fragment de visage. Et ce fragment, il nous donne un petit peu la solution, puisqu'on aperçoit donc la partie droite d'un visage, avec, dans la coiffure, on perçoit cette fois ces éléments verts qui sont en fait des feuilles de lierre, typiques, ce qui est assez fréquent sur les ménades et les personnages bachiques, mais qu'on n'avait pas du tout vu jusqu'à présent sur les autres ménades, qui n'ont pas ce type de feuillage dans les cheveux. Et surtout, on aperçoit, au contact de la bouche et partant du visage, eh bien, on perçoit à nouveau cet élément rectiligne qui s'amincit très légèrement vers la bouche, avec une petite bague ici qui marque l'embout d'une flûte. On a donc un personnage qui est une flûtiste et qui tient dans chaque main une flûte, donc une de chaque côté, vers le haut, qui est donc en train de jouer de la musique. Alors ce personnage, il est important parce qu'évidemment, on va le mettre en parallèle de la harpiste, qui est l'autre personnage qui joue d'un instrument de musique qu'on a pu identifier, et dans la restitution qu'on pourra proposer, ça va avoir son importance peut-être dans le placement de ces personnages. Les autres personnages féminins qu'on a identifiés, dont on a déjà parlé, les ménades, ne sont pas totalement dépourvues d'instruments de musique. Elles portent un thyrse, la lance de Bacchus, que celle-ci et l'harpiste n'ont pas, mais elles ont dans l'autre main quand même un objet ovale, assez peu précis dans la peinture, mais qu'on identifie volontiers au tambourin, ce qu'on appelle le tympanon, qui est donc aussi un instrument de musique, mais on va dire que cette flûtiste et l'harpiste sont quand même un petit peu à part dans ce cortège. Ça reste une des plaques les plus importantes qu'on ait pu remonter, et en dimension et par les informations qu'elle nous apporte. À cette plaque, il faut se souvenir que viennent connecter 2 autres plaques, le visage du dieu Pan et la partie supérieure de la paroi qui va venir ici, et une autre plaque où on va avoir tout le corps de ce personnage. Comme on connaît par ailleurs la dimension de ces socles sur d'autres personnages, eh bien on va pouvoir, grâce à cette plaque, obtenir la dimension précise des panneaux rouges, de la zone médiane, et comme on connaît la dimension précise de la zone inférieure, on sera en mesure, une fois qu'on aura tout mis bout à bout correctement en restitution, de donner la hauteur exacte de la peinture du sol jusqu'à cette bande. Et il nous reste une interrogation sur la présence éventuelle d'une zone supérieure. Normalement, les décors de ce style, de cette époque, sont presque systématiquement divisés en 3 zones. Ici, au sommet de la zone médiane, on arrive sur cette bande et sur cet angle très marqué, avec un ressaut et un vrai relief. Et surtout, on n'a pas d'éléments à connecter de manière évidente à la suite. On n'a dans les caisses pas de fragments qui puissent correspondre à une autre zone. Donc il y a encore une question qui se pose là sur comment se termine cette paroi. On aura peut-être la réponse justement à la restitution en voyant les hauteurs que ça donne comparées aux hauteurs de la pièce voisine. Voilà, donc ici, effectivement, on avait évidemment demandé aux restaurateurs de pouvoir nous redonner accès à cette paroi qui était en place sur le mur et qui avait été déposée par leurs soins, dans l'espoir de pouvoir la compléter et d'y connecter des éléments fragmentaires. Sur la peinture en place, on avait l'amorce de ce piédestal jaune avec la bande d'imitation de marbre. On a pu rajouter quelques morceaux et la plaque qui est dans le sable qui va venir connecter là où nous avons mis ces traits de craie pour marquer le collage. Donc chacun des socles, par exemple, de ce mur à droite de la pièce a pu être complété. On le voit sur ce premier ici, on a pu juste remettre la partie supérieure du socle qui vient coller ici.
Et dans un autre cas, c'est même beaucoup plus important puisqu'on va avoir ici une plaque qui nous donne toute la hauteur du socle, puisqu'on a les éléments jusqu'à son sommet avec sa mouluration verte en bas et en haut, la bande d'imitation de marbre au milieu et au sommet les bandes violettes et jaunes qui ouvrent sur le champ rouge, ce jaune étant celui qu'on retrouve sous les pieds du dieu Pan, où donc on peut repositionner de manière certaine toute la plaque avec Pan et de fait avec le personnage féminin qui se positionne donc clairement sur le socle précédent. Ce collage, il est effectivement réel, hein, on peut le mettre en place ici et on a bien une connexion avec donc toute la plaque qui va venir se positionner ici dans la restitution et dans la présentation finale. Et donc on a également sur le socle suivant plus complété une partie ici, à retrouver donc la bande d'imitation de marbre centrale, et à cette plaque va également venir connecter ici une grande plaque qui correspond à celle où on a la jambe de la ménade avec le grand vêtement violet, puis son vêtement jaune au-dessus, et le tympanon et le thyrse. On a donc ici une paroi où vont prendre place de manière certaine 3 personnages, plus le 4e dont on n'a que le mollet poilu. Donc sur cette paroi, le positionnement des 4 personnages est absolument assuré. C'est moins le cas sur les autres parois où on n'a pas ce jeu de connexion directe entre la peinture en place et le fragmentaire. À l'issue de l'étude et du remontage des décors, il se trouve qu'il y a un certain nombre de fragments qu'on n'a pas réussi à repositionner en fait dans le puzzle. Et après, il y a aussi un certain nombre de caisses, une petite dizaine également de fragments de décors, donc des bouts de vêtements, des bouts de colonnes en fait, qui n'ont pas pu être repositionnés non plus. Donc en fait, on note l'année et le lieu de la fouille, donc verrerie 2015. Ensuite, l'espace d'où proviennent les fragments. L'ensemble 20, c'est la numérotation du décor, en fait, de la mégalographie. Et ensuite, on inscrit quelques détails sur ce que contient la caisse, le type de décor et le numéro de la caisse. Donc aujourd'hui, on range, on conditionne ces fragments de manière à les ramener au musée en stockage.